Mais bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Ces deux-là podcast. Aujourd'hui, on est encore une fois super heureux d'avoir un épisode avec une invitée. En passant, on est présentement en direct du Saint-Sulpice Hôtel au Vieux-Port de Montréal. Donc, on est dans la salle de conférence, puis on a un peu de visuel entourant ça aujourd'hui. Mais sans plus tarder, je vous présente mon invitée, Myriam Ravigna. Allô. Bienvenue au podcast et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Un gros merci à vous deux, en fait, de me recevoir aujourd'hui. Puis en passant, on connaissait pas personnellement Myriam avant. On est un peu tombé sur toi, je sais pas par hasard, c'est Raoul qui a vu un petit peu ton contenu, puis on a trouvé que c'était très intéressant puis pertinent en fait là, de te recevoir comme invité. Donc sans plus tarder, je pose à peu près 3 questions en une au début pour que les auditeurs puissent apprendre à te connaître. Dans le fond, on veut savoir, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis qu'est-ce qui te passionne. Parce que des fois, c'est pas toujours exactement la même chose, notre passion puis notre travail. Des fois, oui aussi. Mais si t'es capable de nous faire un petit topo sur ces 3 points-là. Ben, je suis déjà super chanceuse de pouvoir travailler avec ma passion. Je réponds à ça en premier. Cool. Mais sinon, je m'appelle Myriam. J'ai 26 ans. Je suis kinésiologue de formation, mais aussi coach et athlète de powerlifting. Fait que c'est ce qui me représente. Puis, depuis 1 an, je vis de ma passion en coachant des athlètes féminines de powerlifting. Wow, incroyable. Puis, à part de... Féminine spécifiquement? Au début, je visais un peu tout le monde, mais finalement, je trouvais que de coacher des filles, c'était plus facile au niveau relationnel. J'avais plus de facilité à créer un lien avec des filles. Donc maintenant, j'ai décidé de me diriger vraiment plus dans le coaching féminin. Puis j'aime vraiment beaucoup ma gang de girls. C'est comme tout un peu mes amis en même temps. Donc maintenant, je me dirige plus avec les filles. Ouais, ils doivent avoir plus de facilité à s'identifier à toi aussi, là. J'imagine, puis même... à certains moments, vous vivez un peu les mêmes types de problématiques, puis je peux voir comment c'est plus intéressant d'avoir un coach du même sexe dans ce cas-ci. Absolument, puis on dirait que plus la relation est bonne, plus eux ont envie de s'impliquer dans le processus, puis plus moi j'ai envie de m'impliquer dans le processus parce que je tiens à la personne, parce qu'on a une belle relation. Donc c'est comme dans les deux bords que ça se passe, donc c'est pour ça que j'ai choisi un peu plus les filles. Ouais, je comprends. Non, moi j'ai un peu j'ai envie de dire, j'ai pas calculé mon ratio, je pense que j'ai à peu près autant de gars que de filles, mais des fois j'ai des relations un petit peu plus personnelles, je pense, avec les filles à cause qu'on est capable plus de se rejoindre sur ce qu'on vit, même des fois, ne serait-ce que le cycle menstruel. Absolument. Des choses comme ça, ouais. En ce moment, je coach un gars, on lui dit bonjour, mais toutes les autres, c'est des filles. Shout-out au seul gars. Le chanceux. Ouais, c'est ça. Mais quand tu coaches des gens, c'est-tu en privé ou c'est en groupe ou c'est les deux? C'est ni l'un ni l'autre. C'est tout à distance, en fait. C'est du coaching exclusivement en ligne. La manière que ça fonctionne, c'est que je fais ton programme. Exemple, je te coach. Je te fais un programme, tu le reçois par courriel, c'est un fichier Google Drive, fait qu'il est comme partagé entre nous. Toi, tu vas à ton gym, fait que tu peux être peu importe où au Québec. J'ai même une athlète qui est en Belgique. Tant que tu parles français, on peut se comprendre. Tu t'en vas au gym, tu fais ton entraînement, tu filmes tes mouvements les plus importants. Exemple, tu fais un squat, tu me le filmes. Tu me l'envoies sur ma plateforme de messages, puis moi, ce que je fais, c'est que j'analyse ton vidéo. OK. Puis je modifie ton programme au besoin parce que tu vas avoir des charges prescrites. Je les change si jamais on a besoin. Je te donne du feedback technique, mais aussi du feedback sur ce qui s'en vient par la suite. Puis après, si tu décides de faire de la compétition de powerlifting, parce que c'est pas tous mes athlètes qui en font, ben là, je t'accompagne à la compétition. OK. Fait que c'est juste dans les moments où on va dans une compé qu'on se voit en personne. Le reste du temps, c'est à distance, c'est des messages écrits, des messages vocaux, des vidéos, des appels vidéo, mais jamais vraiment en présentiel. Mais je vais avoir des questions qui vont revenir avec ça, mais je me disais, bon, pour moi, c'est clair, je comprends très bien c'est quoi du powerlifting, mais mettons pour quelqu'un qui ne sait pas trop exactement c'est quoi, qui pourrait même le confondre avec
de l'haltérophilie. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est du powerlifting? C'est une très bonne idée. Ouais. Comme ça, on va tout le monde savoir de quoi on parle. Ouais. Ben, le powerlifting, c'est l'entraînement de la force maximale. On teste notre force sur 3 mouvements principaux, qui est le squat, le bench et le deadlift. Le but, c'est de bâtir sa force sur ces 3 mouvements-là pour qu'en compétition, on essaye de lever la plus grosse charge possible sur une répétition. Fait que j'arrive, j'ai une barre avec plein de poids, je fais un squat le plus lourd que je peux, puis c'est ça un peu l'objectif. Même chose au bench, même chose au deadlift. Mais ça ressemble beaucoup à l'haltéro, les compétitions. Ouais. C'est un peu le même principe dans le sens où t'as 3 essais pour lever la plus grosse charge possible. Tu commences avec une première charge qui est un peu plus facile, t'augmentes un petit peu après, puis après tu fais ta charge maximale, puis le but c'est d'additionner tes meilleures charges pour te faire un total. Ouais. Puis la personne qui gagne la compétition, ben c'est la personne qui avait le plus gros total. Ah, ok, tu vois, ça, je le savais pas. Je savais qu'il comme bon, je pensais qu'ils regardaient le ratio, mais ça fait du sens qu'ils font juste une addition des 3. Oui, parce qu'on est classé par catégorie d'âge, de sexe et de poids. Ça aussi, c'est quand même important de le mentionner. Fait que après ça, c'est la personne dans chaque catégorie qui a fait le plus gros total qui gagne la compétition. OK. Puis au Canada, puis au Québec, puis on dit dans la région de Montréal, ça ressemble à quoi, on dirait la communauté là, de powerlifting? Ben, dans la fédération, il y a plusieurs fédérations de powerlifting, mais dans celle où moi je compétitionne, il y a, je pense, 400 ou 500 membres, quelque chose du genre, je pourrais dire n'importe quoi, don't quote me on that, mais quand même plusieurs personnes, puis ça a grossi beaucoup, beaucoup depuis les dernières années. Quand moi j'ai commencé, c'était vraiment pas aussi gros. Puis là, avec les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus populaire, il y a de plus en plus de personnes qui en font, là. Est-ce que les gens qui font ça, tu trouves-tu, tu sais, dans ceux que tu côtoies, là, que c'est vraiment, ils se dédient à ça ou ils font d'autres choses que le powerlifting? Comme on parlait de l'haltérophilie, il y en a-tu qui font les deux, ils font comme un cycle de powerlifting, puis après ça, ils font comme peut-être un cycle d'haltérophilie ou pas vraiment? Il y en a quelques-uns, mais je te dirais que d'habitude, les gens focus plus sur un ou l'autre. Je connais des anciens haltérophiles qui font du powerlifting maintenant. Je connais d'autres qui ont changé de sport, mais quand tu décides de faire du powerlifting, je pense que si tu veux être compétitif puis bien performer, il faut que tu te dédies à juste ça. Si tu commences à faire d'autres sports en parallèle, ça peut nuire un peu trop à ta récupération, tu sais, ça fait un peu d'interférence dans tes résultats. Fait que ça dépend à quel point tu vas être sérieux dans ce sport-là. Je comprends. Puis toi, personnellement, comment est-ce que ça a commencé ton intérêt pour le powerlifting? Ben, en quelle année? Ouais. Ben moi, ça fait depuis 2019 que j'en fais. Même, ça fait un bout de temps, là. Ouais, ça commence à faire un petit bout de temps. Je m'entraînais déjà avant au gym. Je suivais des programmes que je trouvais sur Instagram. Rien de très, très structuré. Mais je faisais déjà du squat, je faisais déjà du deadlift parce que j'aimais ça. J'avais déjà compris qu'il fallait lever de plus en plus lourd si on voulait avoir des résultats. Mais dans ce temps-là, je m'entraînais presque juste pour le physique, en fait. Juste parce que je voulais bâtir de la masse musculaire, avoir comme plus de courbes, plus de forme. Et je faisais déjà du squat, du deadlift, je voulais lever un peu plus lourd parce que j'aimais ça. Puis j'ai rencontré mon chum dans mon bac en kin, que lui, il faisait du powerlifting, il en fait encore ce jour. Mais il en faisait déjà. Puis à un moment donné, il m'a dit, veux-tu m'accompagner dans une compétition? On est partis à Rimouski ensemble pour une de ces compés. Puis j'ai réalisé qu'il y avait des filles qui faisaient ça. Puis c'était pas juste des gros gars avec une barbe et des tatous, tu sais, qui levaient mais c'est quoi le ratio? Y a quand même plus de gars que de filles, malgré tout, là? Malgré tout, je dirais, je pense que je suis allée vérifier récemment, mais il y avait, je pense, un peu moins de 200 filles là, qui compétitionnent sur les 500 que j'ai. Moins de la moitié, peut-être le tiers. Environ. Puisque quand tu vas en compétition, c'est à peu près ça que tu vois, le tiers des participants sont des femmes. Ouais, peut-être un peu moins encore, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Là. C'est ça. Puis là, je suis allée voir la compé, finalement, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est cool. Tu sais, l'adrénaline que tu vis, pis tout ça. Puis je me suis dit, ça me donnerait un objectif dans mes entraînements. De pas juste m'entraîner pour le plaisir de m'entraîner puis voir être comme plus esthétiquement belle à mes yeux.
C'était plus, OK, ben là, j'ai un objectif, je veux faire de la compétition, je veux lever plus lourd, je veux battre mes records personnels. Fait que ça me parlait beaucoup. Puis après cette compé-là à Rimouski que je suis allée voir, j'ai engagé une coach. Et 4 mois plus tard, je faisais ma première compé. Wow! Puis depuis ce temps-là, ben à part COVID, parenthèse, le reste du temps, j'ai toujours fait de la compé. Puis mes sports. Puis t'as-tu une progression vraiment encore à ce jour, là, à chaque fois, ou t'sais, là, des fois t'as des plateaux aussi en compétition, puis comme, t'sais, temporairement tu bats pas ton record ou des choses comme ça? Oui, ça arrive. C'est normal, je pense. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça va toujours augmenter, mais non, malheureusement. Ça m'est déjà arrivé de faire moins d'une compétition à l'autre, de faire une compé, puis celle d'après, ben finalement, ça a moins bien été, puis j'ai fait un moins gros total que la dernière compé que j'avais fait. Mais dans ce temps-là, il faut se questionner un peu sur qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, c'était-tu anodin, ou c'est-tu parce que la programmation, faut la changer, essayer autre chose? Parce que je pense que tu peux toujours continuer de progresser, c'est juste qu'à un moment donné, si une formule fonctionne plus, change la formule. Ouais, je pense que c'est vrai dans beaucoup de sports de performance. En fait, on peut créer ce parallèle-là. Ce que tu dis, ça fait beaucoup de sens. Puis d'autres choses que je me demandais, puis que je pense que j'aimerais que certaines personnes entendent. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de développer ta force de cette façon-là? Comment tu te sens, sachant que t'as toute cette force et puissance-là en toi par rapport à des objectifs, par exemple, d'apparence, là? Ben, je trouve ça incroyable, en fait. Genre, tu m'aurais dit, il y a 5 ans, quand j'ai commencé à faire ce sport-là, que je lèverais les charges que je lève aujourd'hui, je t'aurais probablement pas cru. C'est quoi, pour les auditeurs, c'est quoi les charges en ce moment? Ouais. Tu tournes autour de quoi pour chacun des mon lifts? meilleur squat, c'est, je vais dire en livres parce que ça parle plus aux gens, là. Oui, pour moi aussi, c'est s'il vous plaît. 310 au squat. Ouais. Mon meilleur bench, c'est 170. Puis mon meilleur deadlift, c'est 385. Aïe, aïe. Mais quand j'ai commencé, j'étais vraiment pas là. Quand j'ai commencé, mon meilleur squat, c'était 195. Je benchais peut-être 110, 105. T'es en train de me dire, t'es comme, si on additionne tes 3, t'es proche de 800 livres? C'est plus que ça? Ouh, là, moi, je suis mêlée parce que nous autres, on travaille beaucoup en kilos. Je m'approche du 400 kilos de total, là. Tranquillement, je m'approche de ça. Oh, oui, fait que t'es plus que 800 livres. Ouais. Ah, Ça, c'est-tu une moyenne forte, là, chez les femmes? C'est quand même bien. Je suis pas dans les plus forts de ma catégorie au Québec, mais je suis dans le top 5, là, environ. Tu fais-tu des podiums? Oui, ben j'en faisais beaucoup plus souvent quand j'étais dans les juniors, donc quand j'avais moins de 23 ans. L'âge, ça veut dire. Oui, quand t'arrives dans les plus vieux, bon là, après ça devient un peu plus corsé. Il y a des gens qui ont de l'expérience, là, quand même. Ben c'est ça. Mais je me retrouve quand même dans la haute moitié, là, dans le top 5 habituellement au Québec. Donc c'est quand même bien. C'est super impressionnant, honnêtement. Bravo pour avoir justement expérimenté un peu ces lifts-là. Puis, tu sais, moi, je suis entourée de personnes un peu plus dans la norme, là, qui font pas nécessairement de powerlifting. Il y a beaucoup de coureurs aussi, des danseurs. Fait que quand je leur parle de ce que je soulève, et pour eux, c'est incroyable, mais c'est vraiment pas beaucoup par rapport à toi. Ouais, ben c'est sûr que si tu t'entraînes pour ça, les résultats ils viennent. Moi, je pense que tout le monde est capable de se rendre, ben pas tout le monde est capable de se rendre au niveau où je suis, mais tout le monde est capable de lever des charges qu'ils penseraient vraiment pas qu'ils sont capables de lever quand tu te dédies à ça à 100%. Puis si t'as un message là à passer justement comme aux femmes qui hésitent à commencer à s'entraîner en force, là, tu leur dirais quoi? Ben je leur dirais commence, puis tu vas être surprise de où tu vas te rendre. Puis souvent, les femmes, ils se comparent beaucoup. C'est comme si tu voulais commencer à faire du powerlifting. Faut pas que tu te compares à moi, parce que moi, je suis déjà à ma 5e année. Toi, t'es à ta première. Compare ta première année avec ma première année, s'il faut, puis c'est plus réaliste. Et je pense que c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Ils se comparent aux meilleurs, mais les meilleurs sont à leur chapitre 50, puis toi, t'es à ton chapitre 1. Donc, je pense qu'après ça, c'est de l'essayer, de voir si t'aimes ce type d'entraînement-là. Si t'aimes t'entraîner en force, après ça, les résultats vont venir.
Je pense que à la base, les bons powerlifters, c'est des gens qui aiment s'entraîner à la base. C'est pas juste des gens qui aiment performer puis battre des records puis gagner. Là. Je comprends. Moi, j'ai 2 questions par rapport à un peu qu'est-ce que tu disais, là. Je serais intéressé de savoir, dans le bac en kin, est-ce que vous jasez de powerlifting? Est-ce qu'il est question de ça ou comme un peu, pas vraiment? Malheureusement, je dirais pas du tout. On parle un peu de force maximale, mais vraiment pas beaucoup. Puis ce que j'ai trouvé, c'est que les idéologies, puis ce qu'on apprend par rapport au développement de la force maximale, c'est plus ce que c'est maintenant. C'est des anciennes techniques que j'utilise jamais au quotidien, là. Je seconde. J'ai pas j'ai pas utilisé la même place que toi, puis moi j'étais à l'Université de Montréal, puis j'ai eu quelques propédeutiques du bac en kin, la maîtrise, mais même là, à ce niveau-là, c'est la même chose. On apprend même pas c'est quoi les bienfaits de s'entraîner en force. Peu, en tout cas. Puis deuxième question, en fait, que j'avais, là, un peu en lien avec qu'est-ce que tu disais, là, je serais curieux de savoir par rapport à cette première compétition à Rimouski, là, que tu as assisté jusqu'à maintenant. Comment, tu sais, qu'est-ce que tu as appris par rapport à ça? J'imagine que tu as réalisé, tu regardes une compétition, t'es comme, je suis hâte de faire ça, comme ça m'intéresse de faire ça. Mais après ça, quand tu commences à le faire, t'es comme, ce truc-là, c'est beaucoup plus technique que je pensais, là, comme, pis, tu sais, comme ça a l'air simple, là, comme prendre une barre puis apporter tes bras en plein tu comprends, t'sais? C'est beaucoup plus complexe, en fait, qu'on pense. Tu sais, quand tu fais ta compétition, les gens pensent, ils voient juste l'extérieur. Toi qui arrives sur la plateforme, qui lève ta barre. Mais avant ça, il y a eu 2 heures préalablement à ça où tu t'es fait peser pour savoir ton poids. T'as eu 2 heures où il a fallu que tu... Sont-tu au gramme près quand ils pèsent, là? Genre, faut pas que tu c'est le seuil maximal. Mais exactement. Ta catégorie en kilos, si t'es genre à 0.1 de plus, c'est non. C'est non. T'es plus dans la même catégorie. Tu tombes dans l'autre catégorie, là. Tu compétitionnes quand même, mais t'es ça plus dépend à quel niveau. Je te dirais, aussitôt que t'arrives au niveau provincial et plus, si tu fais pas le poids de ta catégorie dans laquelle tu t'es inscrit, too bad. Ah ouais, tu peux pas sauter dans pas dans certains niveaux. Les compétitions plus de base, oui, là. Mais les compétitions plus de haut niveau, non, malheureusement, parce que c'est un peu comptabilisé combien de personnes de quelle catégorie vont compétitionner un contre l'autre. Donc là, si toi, tu fais pas le poids, tu te ramasses avec les autres, ça défait un peu l'organisation de la compé. Ah, ok, ouais, je comprends. Puis c'est ça, c'est beaucoup plus complexe. Donc il y a la pesée, il y a le moment où là, tu veux manger et boire pour avoir de l'énergie pour ta compé, t'as ton échauffement. Là, tout d'un coup, t'arrives pas sur la plateforme puis tu lèves tout d'un coup 300 livres. Non. T'es parti avec la barre. T'as mis 135. C'est réchauffement articulaire. Oui. Plus mobilité, activation. Tu fais des premières barres d'échauffement, tu montes graduellement dans la charge jusqu'à arriver à ce que là, le public voit qui est tes essais sur la plateforme. Puis même à ça, il y a beaucoup de critères techniques qui sont regardés parce que t'es jugé par 3 arbitres. Pour que ton levé soit bon, faut qu'il y ait au moins 2 des 3 arbitres qui ont dit que c'était bon. Donc, ils observent des points techniques quelconques. T'as même un certain rythme à suivre dans tes mouvements. C'est le juge qui est en face de toi qui dicte quand tu peux faire ton mouvement. Ouais, d'accord. Ouais. Ça, c'est complexe, tu vois, mais j'avais pas pensé à ça. T'as ton équipe de support, là, une case. Oui, t'as quelqu'un, tu peux pas, genre, faire bouncer la base. Non. Au bench, l'arbitre qui est devant toi va te dire quand commencer. Ta rep. Quand t'es rendu au chest, c'est lui qui va te dire quand tu peux pousser. Wow. Puis une fois que t'as remonté, c'est lui qui te dit quand tu peux raquer ta barre. Wow. Ouais. Oh là. Fait que c'est beaucoup plus complexe que juste arriver, je lève ma barre, puis that's it, là, je me retourne. Donc, ma prochaine question, c'est ça dure combien de temps, les compétitions, finalement? T'arrives là, puis tu ressors après combien d'heures? Ça prend, mettons, après que t'aies commencé vraiment sur la plateforme, c'est un bon 3 heures. Ça inclut pas le 2 heures avant que je parlais de la pesée pis tout ça, là. Parce que, comment ça fonctionne, c'est que j'arrive, je fais mon premier squat, qui est quand même facile parce que tu veux faire quelque chose qui te met en confiance. Après ça, si on est 12 filles dans ma catégorie, chaque personne a 1 minute pour faire son lever.
Fait qu'entre chacun de mes essais au squat, j'ai 12 minutes s'il y a 12 filles dans ma catégorie. Fait que là, ben après, les 12 filles passent. OK, là, ça revient à mon tour. Je fais mon deuxième squat, qui est un petit peu plus lourd que le premier. Un autre 12 minutes passe, je fais mon troisième squat. Puis après ça... Ce serait quoi la stratégie pour choisir tes charges? Comme tu dis... Ouais. Tu sais, oui, il faut que ça soit proche quand même de tes capacités maximales, mais en même temps, des fois, tu joues un peu avec le feu si t'essayes trop lourd, je pense, trop vite. Ça se peut-tu? Oui, ben en fait, souvent, ton premier essai, c'est quelque chose que tu pourrais faire pour 3 répétitions. Environ, mettons, grosso modo. Là. C'est quelque chose que tu as déjà fait plein de fois, tu le sais que tu vas être capable. Quand est-ce faut que tu l'annonces, ça? Quand t'arrives, tu te fais peser. Tu te dis, ben ça va être mon premier essai au squat, au bench, au deadlift. Avant ton échauffement, il faut que tu sois ben tu peux le changer. Tu peux le changer si jamais en faisant ton échauffement, ça va pas du tout. Ouais, mettons. Tu peux le modifier. Mais après ça, quand je fais mon premier essai, il y a la personne qui s'occupe de moi, qu'on appelle notre handler. C'est cette personne-là qui va voir la table du jury, ou en tout cas, c'est pas comme ça que ça s'appelle, là, mais pour le bien-être de l'histoire, qui va dire, bon, ben pour son deuxième essai, elle va faire telle charge. Souvent, t'arrives avec un plan de match. Tu sais, OK, ben si tout va bien, mon deuxième essai, ça va être ça. Si ça va pas bien, ben là, on va peut-être plus aller pour ça. OK. Fait qu'on a déjà un plan de match, mais ça va dépendre après ça du jour de la compé, comment ça se déroule. Puis toi, mettons, t'as-tu tendance à augmenter quoi de 10 livres, 20 livres? Les bons, ça ressemble entre combien puis combien? Je dirais, ça dépend des levées, parce que au bench, bon, ça monte un peu moins vite, mais sur un squat, peut-être un 10 à 15 livres, là, entre chacun des essais. OK. Grosso modo. Cool. Fait que là, l'ordre, on a dit c'est squat. Après ça, bench, puis on termine avec le deadlift. Fait que le bench, c'est comme la belle petite pause dans le milieu, là, parce que c'est un peu moins exigeant là, sur le corps. Ouais, je comprends. Ouais. C'est vrai, comme les gens réalisent pas, le squat puis le deadlift, c'est des mouvements absolument complets. Mais des fois, j'ai envie de dire, même le bench, parce que toi aussi, vu que techniquement, il a fallu que tu peaufines ça, je veux dire, moi, j'enseigne ça un petit peu aussi, c'est pas des athlètes de powerlifting, mais j'apprends aux gens à créer de la tension dans les jambes, là, puis à engager leurs muscles fessiers, puis même, moi, j'observe un petit peu de loin, là, les techniques avec un bon engagement du dos, fait que ça crée un arc au niveau du dos, tout ça. Les premières fois que j'ai fait du bench puis que j'ai compris qu'il fallait que j'utilise mes jambes, j'étais raquée le lendemain des jambes. Je te crois. Je comprenais pas, mais je dirais que le bench est le plus complexe selon moi de toute la gang. Techniquement, tu trouves? Ouais, absolument. Plus que le deadlift, OK. Même que je dirais pas que le deadlift c'est le moins complexe, mais je pense que peut-être que c'est le moins complexe de la gang, ça dépend pour qui là, évidemment. Là. Mais oui, c'est en fait, le squat, le bench, le deadlift utilisent tout ton corps au complet. C'est ça. S'il y a une partie de ton corps qui est pas engagée, ben c'est comme laisser une fuite à quelque part. Ouais. Faut que tout soit en train de travailler en même temps. Sinon, ben il y a un maillon faible là, qui te nuit à quelque part. Là. Puis, au fait, par rapport à, mettons comme, tu sais, tout le monde qui s'entraîne, il comprend là, il comprend, tu sais, le squat, il comprend le bench, il a une idée là de c'est quoi là, mais qu'est-ce que tu dirais par rapport à comme, tu sais, comme quelqu'un qui ferait du bench ou du squat, tu sais, au gym ou à la maison là, par rapport à quelqu'un qui le fait comme en powerlifting là, tu sais, comme si je prends exemple du bench, ben comme moi c'est rare que je vais vraiment marquer là, comme pour faire mon bench là. Fait que ça, c'est comme une différence que je vois, tu sais. C'est quoi que ça l'apporte, ça, puis des exemples comme ça. La manière que j'enseignerais à quelqu'un à faire du bench qui veut pas faire de powerlifting est très différente de quelqu'un qui fait du powerlifting. Bon, on s'entend qu'il y a certains critères techniques de base là que je dirais, mais après ça, quelqu'un qui fait pas de compé, on s'en fout si tu prends pas une pause au chest, ça c'est pas grave, on s'en fout un peu de à quel point tes épaules sont bien placées, puis les petits détails de tout le peaufinement de ta technique de bench. Mais quand tu veux bien performer, ça se joue beaucoup dans les détails, en fait. C'est beaucoup les choses que qui se voient peut-être même pas tant que ça juste en regardant, puis quelqu'un qui connaît pas ça verrait pas la différence, là. Mais au final, c'est vraiment des petits détails qui vont faire toute la différence dans ton lever, là. Rendu là, quelqu'un qui veut pas faire de compé,
Ouais. C'est pas grave, là. Les détails, là, c'est pour ceux qui veulent vraiment plus comme performer là-dedans. Là. Ces détails-là vont faire vraiment un gros impact là, sur ta charge maximale. Oui. Oui, absolument. Ben, en fait, soit c'est des petits détails comme on va faire du squat, ben si ton haut du dos est pas bien engagé pour soutenir ta barre, reste qu'après ça se peut que dans la montée de ton squat, ça vienne te nuire. Ben tu penserais peut-être pas, mais c'est des détails comme ça qui moi, quand j'analyse un vidéo d'un de mes athlètes, je suis capable de dire, OK, ben quand t'es remonté de ton squat, t'as penché vers l'avant à cause que ton haut du dos est pas bien engagé. Mm-hmm. Mais quelqu'un qui connaît pas les détails d'un squat, comme moi je le connais, verrait pas que c'est pour ça que t'as perdu un peu ton positionnement. Fait que ça se développe beaucoup avec l'expérience, ce genre de conseils-là, parce qu'au début, quand j'ai commencé à m'entraîner en powerlifting, je connaissais vraiment pas ça. Je pense que c'est pour ça que ça prend un certain encadrement d'un coach qui connaît ça aussi. Absolument. Est-ce que tu travailles encore avec ta coach initiale? J'ai encore une coach. C'est plus la même que celle que j'avais initialement. Mais je pense que même les meilleurs coachs ont besoin d'un coach. 100%. Moi aussi, je me fais coacher par mon collègue. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est pas moi qui fais mes programmes en entier. Ça prend quelqu'un qui a un œil externe, en fait, qui va vouloir te programmer des choses que toi, tu programmerais peut-être pas à toi-même. Puis, à un moment donné, je passe mes semaines à faire des programmes, j'ai envie de prendre un break pour le mien. Absolument. Ça résonne beaucoup ce que tu viens de dire. Là. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis comment ça se passe aussi, je me demandais, la préparation mentale pour faire une compétition de powerlifting. Est-ce qu'il y a des choses que tu pratiques? Est-ce que tu en fais de la préparation mentale, premièrement? Oui. Je dirais que ça se passe beaucoup à 2 niveaux. OK. C'est beaucoup le discours interne et un peu de visualisation à un certain niveau quand t'es plus près de tes compés. La visualisation, t'as fait comme la veille dans ton lit ou genre juste avant de faire ton livre? Moi, je la fais plusieurs semaines avant la compétition. Dans mon lit, mettons, là, exemple. Avant d'être sur la plateforme en compé, je dirais que le but, c'est plus de canaliser ton énergie, plus que de visualiser le faire. Mais la grosse partie mentale, c'est beaucoup le discours interne, c'est la confiance que t'as en toi. Parce que c'est pas le temps de douter de toi-même. Non. Quand t'arrives pour lever une charge maximale, si t'as le moindre doute de dire « je pense pas que je suis capable de le lever », ben guess what, tu seras pas capable de le lever, là. Je suis d'accord. Il faut que tu aies confiance en toi, puis pour ça, c'est dur parce que c'est intimidant de lever des charges que t'as jamais levées, tu sais pas comment ça va aller, mais il faut que tu crois en toi à 100%. Puis pour ça, ben il faut que tu regardes un peu comment t'approches ces charges-là mentalement, puis ce que tu te dis à toi-même, parce que ça apporte toute de la confiance, là. Ah, je suis vraiment d'accord, puis je surfe là-dessus parce que ça, c'est quelque chose que personnellement, j'ai observé quand je me suis mis à incorporer plus d'entraînement en force puis à soulever plus lourd. J'ai même trouvé que ma confiance en moi dans la vie en général, ma façon de me présenter aux gens a changé. Puis je me sens comme juste le fait de savoir que je suis plus forte, de me sentir plus forte, on dirait que ça joue sur tous les plans, pas juste comme les charges que tu soulèves. Est-ce que tu vis ça toi aussi? 100%. Ouais. En fait, ça fait une grosse augmentation sur ma confiance en moi de focusser sur des objectifs de performance. Et je veux dire, c'est fou là ce qu'on est capable de faire dans ce temps-là. Puis on dirait que je sais pas comment l'expliquer, mais de savoir que tu peux être aussi forte qu'un gars, c'est même plus là dans ton cas. Pour une femme, je veux dire, c'est badass là, tu te sens hot là d'être capable de lever ces charges là. Puis au final, je pense que ça aide beaucoup sur la confiance en soi. Là. Puis là, est-ce que tes amis t'appellent pour déménager puis ouvrir leur peau? Oui. Ils savent là que t'es la personne. Puis imagine quand parce que je mentionnais que mon chum aussi fait du party. Ouais. Imagine quand t'as un couple d'amis qui peut t'aider à déménager de même là. Un divan sur chaque épaule. C'est ça. Pow! Let's go.
Mais ça ressemble à quoi l'ambiance à une compétition de powerlifting? C'est bruyant? C'est silencieux? Ça dépend des compétitions, mais je dirais que c'est quand même bruyant. Il y a de la musique, premièrement, puis c'est pas de la musique douce, là, habituellement, qui joue dans des compétitions de powerlifting. Non, c'est ça. AC/DC, là. Ben, des fois, oui, là, ça joue dans le métal, là, mettons. OK, là. c'est bon. Puis, ça l'aide, ça? Ça t'aide? Ça aide à craquer, là. Ouais. Puis après As-tu ça... comme les claques d'en face, là? Moi, non. Non? OK. C'est quoi le sel d'ammoniac? Ouais. Tu l'as-tu déjà essayé? Moi, non. OK. Parce que ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant parce qu'on apprend ça dans notre bac en kin, la courbe d'activation, quand t'arrives dans ta courbe d'activation, là, d'énergie pis tout ça. Il y a un moment où t'es à ton pic puis c'est ça que tu veux être. Puis il y a un moment où tu dépasses le pic, que t'es trop activé pour bien fonctionner. Ouais. Puis personnellement, déjà qu'une compétition, c'est stressant, c'est plein d'adrénaline. Si en plus, je me sac des claques dans le face, puis je sens de l'ammoniac, tout d'un coup, je suis tombée dans le trop activé. Ouais. Puis après ça, c'est que ça nuit vraiment à ton focus, là. Ah, je comprends. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment surestimé chez les athlètes. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils ont besoin de ça pour performer. Mais fait que tu le vois, Ouais. là, il y en a, tu sais, c'est permis. Là. Ça, Ah oui. Il y en a qui l'utilisent Ah, il y en a beaucoup. à chaque fois. Là. OK. Beaucoup. Puis moi, je suis dans ceux qui pensent que pour la majorité de ces gens-là, ils auraient besoin de se calmer à la place. C'est intéressant, ça. Puis qu'ils performeraient mieux s'ils prenaient le temps de, justement, décompresser au lieu de trop canaliser leur énergie sur ce moment-là. Puis j'imagine que tu peux être même plus à risque de blessure, là, si justement t'es suractivé, puis... Ben plus, oui, puis tu sais, c'est que tout d'un coup, t'es plus capable de focusser sur ta technique, t'oublies des affaires que normalement tu fais, tout d'un coup t'es fait plus pour une raison X parce que t'es plus là. Tu sais, je me dis, si au gym, quand tu t'entraînes, t'es du genre à pas tant écouter de musique comme vraiment dans tes écouteurs, de jaser avec les gens autour de toi, d'avoir juste du plaisir, pourquoi tu ferais pas la même chose en compétition? C'est ça que tu fais à l'année longue en t'entraînant. Pourquoi tout d'un coup en compé, t'es obligé d'être dans ta bulle avec tes écouteurs pendant 3 heures, à te craquer puis te faire claquer dans le dos? Tu sais, tu fais pas ça au gym. Pourquoi tu le fais là? Non, ça fait... C'est la même chose, encore une fois, là, pour la course à pied. Là, on suggère aux gens d'avoir des routines, de pas changer ce qu'ils mangent avant, de pas changer quoi que ce soit, là, les mêmes vêtements, les mêmes souliers. Absolument. Puis, ça fait du sens que c'est la même chose en powerlifting aussi. Ouais, c'est pareil, en fait. Puis je me demandais aussi, tantôt on parlait de ta clientèle, là, ouais. Ça ressemble à quoi le profil d'athlète qui t'approche là pour se faire coacher? Là? En fait, à part masculin, féminin. À part le gars que on le salue encore une fois. Je dirais que je m'adresse beaucoup aux jeunes filles qui ont, disons, à quelque part entre 17 et 25 ans. Là. Okay. Des filles qui sont où moi j'étais il y a 5 ans, quand j'ai commencé à faire du powerlifting. C'est beaucoup ceux-là que j'essaye d'attirer. Des filles qui cherchent un objectif de performance au gym, qui veulent être plus fortes, puis qui ont besoin d'encadrement pour se rendre là. Après ça, bon, c'est pas tout ça ma clientèle. J'en ai que ça fait longtemps qui en font du powerlifting, puis tout ça. J'en ai qui font même pas de powerlifting, qui veulent juste être plus fortes au gym. Puis ils ont raison. Oui. De vouloir être plus fortes. C'est ça. Mais après ça, je dirais que c'est beaucoup des gens qui me rappellent moi quand j'ai commencé. Puis ça, je disais à la blague tantôt, là, avant qu'on commence le podcast, quand j'ai fait un atelier de mentorat où on devait cibler notre clientèle cible, tout le long que je remplissais ce document-là, je réalisais que dans le fond, je me cherchais des amis. c'est aussi niaiseux que ça. Mais dans le fond, je me cherche des amis. Les gens qui partagent tes passions, tes valeurs, tout ça, mais ça fait du sens. Je considère chacune de mes athlètes comme mes amis aussi. Là. C'est ça. Une belle gang. Puis justement, quand tu vas les coacher ou quand tu vas les voir en compétition, puis que toi, tu compétitionnes pas, t'es en arrière, genre, c'est quoi que tu fais à part observer la technique là pour eux, justement? Ouais, ça prend absolument, selon moi, si tu veux réussir, quelqu'un qui s'occupe de toi en compétition. Parce que quand tu compétitionnes, c'est pas le moment de commencer à penser au timing. Ah oui. De genre, OK, tu sais, quand moi, je suis avec une athlète, bon, elle se fait peser, nanana, c'est moi qui dis, OK, là, t'as mangé quoi? Là, il va me dire qu'est-ce qu'elle a mangé. Je vais dire, OK, mais il faut que tu manges plus que ça. T'as bu combien d'eau? OK, j'ai bu ça.
va falloir que tu bois plus que ça. OK, là, je vais dire, bon, ben, dans 15 minutes, tu peux commencer ton échauffement. Puis c'est quoi, par exemple, que vous recommandez ou que vous mangez avant, pendant? Ouais, c'est beaucoup... ce que je recommande, c'est après ta pesée, tu manges un repas complet. Oh, OK. Puis, dépendamment d'à quel moment on est dans... Hein? Pig out, là, après ta pesée, là? Ouais, ben oui pis non, là, pas trop là non plus, là, tu sais, on s'entend, là. Je dis tout le temps, dépendamment du moment dans la journée où on est, mange le même repas que tu mangerais normalement à cette heure-là. OK. Dans ta journée. Parce que tu sais que ça va bien passer. Mm-hmm. Puis après ça, quand la compétition commence, ben là, tu veux des glucides rapides. Ouais, ça quelque fait chose qui se digère rapidement, qui va pas te tomber sur l'estomac. Ça donne l'énergie. C'est la source d'énergie la plus importante. Exactement. C'est là que tu oublies tous les concepts de ce qui est manger santé. Mm-hmm. Fait que là, tu sors les bonbons, tu sors les biscuits, tu sors les chips, parce que du sel, c'est bon aussi pour retenir ton eau, nanana. T'oublies tout concept de fruits et légumes et de tout ça, là, pendant... C'est la même chose pour les marathoniens, là. Ouais. C'est pas surprenant, ouais. Puis s'il faut manger, en fait, c'est super important parce que, par expérience, si t'as pas assez mangé, t'as pas assez bu, t'as pas retenu ton eau parce que t'as pas mangé d'électrolytes ou whatever, t'arrives sur la plateforme pour le faire ton squat, là, pis t'as les jambes molles, ça shake, t'es comme, oh mon Dieu, on dirait que je vais casser en deux. Ça, c'est un bon signe que t'as pas assez mangé, t'as pas assez bu avant. Ouais. Ça fait du sens. Ouais. Fait que là, t'es là pour, c'est ça, s'assurer que la personne mange au bon moment. Oui. Tu l'aides à se préparer. J'ai dit tout, en fait, je suis comme, là, tu t'en vas mettre ton chandail, ton équipement que t'as besoin. OK, là, tu vas faire ton échauffement. OK, dans 10 minutes, on commence, je veux que tu fasses 10 répétitions avec la barre vide. OK. Puis là, moi, je regarde le timing de où on est dans la compétition pour être sûr que si tu as 5 échauffements à faire avec des charges de plus en plus progressives, que quand ça va être à ton tour d'aller sur la plateforme, que tu as fait tes 5 échauffements, mais aussi que tu as eu le temps de récupérer ton 5e échauffement avant de monter sa plateforme. Là, après ça, mon athlète fait son lever. Moi, vu que je travaille avec tous les jours, je sais si ça a bougé comme c'est supposé bouger. Je prends la décision de ça va être quoi son prochain essai. Tu sais, c'est vraiment un peu tout... C'est beaucoup le timing et le choix d'essai, je dirais, là, dans la compétition. OK. Est-ce que tu regardes les autres athlètes, là, qu'est-ce qu'ils lèvent, là, puis tu fais comme, oh, on va mettre un petit 2 livres de plus, là. Ben, oui, si j'ai des athlètes qui se battent pour un positionnement, absolument. OK. C'est pour ça que ça te prend quelqu'un qui est avec toi en compé, parce que tu veux pas te mettre à penser à ça en tant qu'athlète, là, c'est pas le temps de penser à ce que les autres ils font, focus sur toi. Fait que ça te prend quelqu'un qui connaît la game puis qui peut dire, OK, ben regarde, si on veut comme gagner, ben là, faudrait qu'on aille chercher 2,5 kilos de plus. On y va, go. T'es capable, tu l'as, puis aussi, comme, est-ce que tu te donnes des cues, des phrases de motivation? Tout le temps. Tout le temps, là. Parce qu'il y a une grosse partie, en fait, c'est que c'est très, très fort émotionnellement, une compétition de powerlifting. Parce que si ça va bien, c'est vraiment électrisant, là, c'est vraiment le fun. Mais si ça va mal, faut que tu sois capable aussi de shaker un peu la personne puis dire, je sais, là, que t'es déçu. Mais c'est pas fini la compé, là. Faut que tu te ressaisisses parce que tu t'en vas faire ton bench, ton deadlift. Peu importe, c'est pas fini. Fait que, comme, faut que tu arrives à trouver les bons mots pour que la personne arrive à comme oublier ce qui vient de se passer puis qui a mal été puis se reconcentre sur la suite. Fait que c'est beaucoup, c'est très, très fatigant émotionnellement. Ouais, une journée de compétition. Je te crois. Non, je te crois. Ça doit pas être évident à faire. Par rapport à, justement, tes athlètes, toi, tu dois être une de leurs sources d'inspiration, mais toi, Myriam, qui sont tes sources d'inspiration, là? Qu'est-ce qui t'aide, qui te motive, qui tu regardes, que tu dis, ah oui, ça... Je te dirais que j'ai mes sources d'inspiration, puis ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais c'est toutes les filles du Québec qui sont dans ma catégorie ou d'autres catégories puis qui sont juste un petit peu plus fortes que moi puis que je me dis ben si eux sont capables d'être là ben moi aussi je suis capable d'être là puis j'ai une certaine aspect de la compétition qui est très positif en fait, c'est que je regarde quelqu'un qui est dans ma catégorie puis qui est un peu plus forte que moi puis je la vois pas comme une menace. Je me dis OK ben là elle lève tant fait que tu sais si moi aussi je veux lever ça OK, ben go, là, tu sais, force-toi dans tes entraînements, puis tu sais, ça me motive à me dépasser parce que je regarde les filles qui sont...
qui sont si près de moi, que je côtoie vraiment souvent, qui sont juste un petit peu plus fortes que moi, puis c'est eux qui m'inspirent à continuer de m'entraîner fort. Les compétitrices, finalement, sont en même temps Une source d'inspiration. Puis c'est convivial quand vous arrivez en compétition, tout le monde se parle, Absolument. s'encourage. C'est une super belle communauté, Ouais. en fait, parce que c'est souvent les mêmes personnes que tu revois en compétition. Puis, vu que c'est un sport qui est individuel, mais qu'en même temps, il y a des clubs de powerlifting qui sont plusieurs athlètes regroupés ensemble, donc là, tu deviens avoir des amis, tu sais, tu côtoies les mêmes personnes. Il y en a qui prennent ça peut-être un petit peu plus comme si c'était des vrais compétiteurs et qu'il faut vraiment pas leur parler puis tout ça. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment pas la majorité, puis la communauté de powerlifting est super accueillante. Cool. Puis en tout cas, personnellement, je pense que je m'entends bien avec tout le monde, puis j'adore tout le monde qui est dans la communauté, toutes les filles, puis il y a personne que je souhaite voir échouer, là. Ah, c'est Loin génial. de là, Ça là. donne le goût, pour de vrai. Moi, je t'entends parler, j'ai le goût. Puis ça nous amène à une autre question qui était justement, ce serait quoi les étapes pour quelqu'un qui voudrait s'essayer pour une première compétition? Ouais. Tu sais, combien de temps d'avance il doit se prendre? Ça implique à peu près peut-être combien d'entraînements par semaine? Est-ce qu'il y a une... Ben peut-être je dirais comme avant d'essayer une compétition, peut-être qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait juste comme on dit, tu sais, avant de faire une compétition, je voudrais peut-être faire, je sais pas, essaye tu sais 2 mois, tu sais, sans même penser à la compétition là de ce style d'entraînement là pour voir si c'est quelque chose que tu vas, parce que tu sais quand tu t'engages à une compétition, c'est comme décider, OK, je veux faire mon premier marathon, là, tu vois, comme commence à courir. Oui, c'est ça. Mais il y en a toujours qui sautent les étapes de commence à courir. Ouais, ils c'est sont ça, comme exact. ma checklist, c'est écrit marathon. Go, les prochaines. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben souvent, la première étape, je dirais, trouve-toi un coach. Ouais. Parce que tu veux partir avec une base au niveau technique qui est solide. Si tu dis, ben je vais y aller par moi-même, tu sais, je vais commencer à m'entraîner en force, mais que tes techniques sont pas solides, après ça, le jour où tu vas vouloir comme step up ta game, si tes techniques sont pas solides, faut que tu refasses un pas de recul pour rebâtir ta force sur une base qui est plus solide. Fait que sans avoir un coach, mais si t'as quelqu'un qui peut analyser ta technique, te donner un feedback, déjà là, c'est excellent. Après ça, des programmes de développement de la force, il y en a plein là, sur Internet. Ouais. Achète un programme là, que tu trouves sur Internet, essaye-le. Souvent, c'est des 12 semaines, des 3 mois. Puis avec une technique qui est solide, tu as essayé un programme. Souvent, ça se termine avec une semaine de test, où là, souvent, tu vas tester tes max. Ouais. Tu vas voir si t'aimes ça. Après ça, si tu veux savoir si t'aimes la compé, va voir une compé. Ouais, juste Vraiment. comme spectateur. Là. Oui. Puis où est-ce qu'on peut trouver ça, là, où je peux aller voir? C'est où les prochaines compétitions? Sur le site de la Fédération québécoise de powerlifting. Tu vas trouver les compétitions parce qu'il y en a partout au Québec. Fait que tu trouves la compétition la plus proche de chez toi, tu te rends là parce que le regarder en live sur YouTube, c'est pas pareil. Puis de voir l'atmosphère, tu vas réaliser si t'aimerais ça ou pas faire de la compé. Fait que là, après ça, si tu dis, ben je veux faire de la compétition, c'est sûr, puis là, t'as déjà fait un programme, t'as vu que t'aimes t'entraîner en force. Là, je dirais, prends-toi un coach qui va te faire un programme qui est personnalisé à toi, puis qui va te faire un suivi. Après ça, une préparation de compétition, c'est environ un autre 12 semaines, comme les programmes typiques. Fait qu'un 12 semaines de préparation, c'est un minimum, selon moi. Puis le nombre d'entraînements par semaine, ça dépend beaucoup. Personnellement, je me suis toujours entraînée 4 fois. OK. Toi, c'est ton go-to 4 fois semaine. Ouais. Est-ce que t'es plus comme un jour on, un jour off, quelque chose comme ça? Je suis genre 2 jours on, 1 jour off, 2 jours on. Parce que ce que je trouve avec 4 jours par semaine, c'est que t'as assez de temps de repos, parce que t'as quand même plusieurs journées de récupération. C'est plus facile à rentrer dans un horaire de personnes qui travaillent pis tout ça. Tout à fait. T'as plus de journées. Si jamais t'as un imprévu, d'habitude tu t'entraînes le jeudi, là tu peux pas. Ben si tu t'entraînes là 5-6 fois par semaine, c'est où que tu le déplaces ton entraînement de jeudi là? À un moment donné, tu peux pas. Fait qu'à 4 fois par semaine, c'est facile à déplacer. C'est raisonnable, Puis, c'est accessible. C'est des entraînements qui sont longs, difficiles physiquement, difficiles émotionnellement quand t'es en préparation de compé. Je trouve que les jours de repos, ils font du bien.
Oui, c'est sûr! Parce que c'est ça, là, en fait, l'effet que ça a, l'entraînement de force, ton système nerveux, il est assez important. Puis justement, ça, c'est contrairement, mettons, à un jog, là, où la récupération, en réalité, d'efforts cardiovasculaires, c'est moins de 24 heures. Ton corps, il a complètement récupéré, mais un entraînement en force, souvent, c'est 24, 48, même 72 heures. Puis, est-ce que t'as un sommeil particulièrement aussi long à cause de ça? Ben, je te dirais qu'en bas de 8-9 heures, là, ça marche pas, là. Ah, je peux croire. Ouais. Parce que des choses que les gens savent pas aussi, c'est qu'un entraînement de powerlifting, tu fais pas juste du squat, bench, deadlift. C'est pas que ça. Si tu veux être fort, ça te prend de la masse musculaire. Ouais. Fait que tes entraînements, souvent, ça sera, exemple, tu vas faire du squat. Après ça, tu vas faire peut-être du bench parce que ça se complémente bien ensemble. Puis le reste de ton entraînement va être avec des mouvements plus de musculation réguliers, là, style bodybuilding, pour bâtir plus de masse musculaire. Puis après ça, ta journée d'après, ben, va être complètement différente, là. Tu refais pas du squat puis du bench puis du deadlift à chaque fois que tu t'entraînes, parce que à un moment donné, il y a des journées où tu fais du dos aussi. Oui. Ah oui, parce que au nombre de fois, parce que du bench, tu peux en faire souvent parce que c'est moins difficile au niveau récupération que du squat puis du deadlift. Mais à un moment donné, quand tu benches 3-4 fois par semaine, faut que tu compenses avec des mouvements de tirage aussi. Ouais. Donc, tes mouvements de haut du corps qui sont complémentaires, c'est beaucoup du dos pour venir équilibrer. Oui. Puis capable d'engager tes lats dans ton bench. Fait que tout puis dans ton deadlift aussi, là, pour ceux qui connaissent ça, c'est assez important. Puis au point de vue santé aussi, là, tu veux pas laisser des groupes musculaires qui sont négligés parce que c'est ça qui va te développer des blessures aussi si tu négliges certains groupes musculaires. As-tu eu des blessures? Moi, faudrait que je touche du bois, là-dessus, pas loin, on sait pas, mais ça va? J'en ai jamais eu. Okay. Je sais, mais on s'entend que avec la job que je fais, avec tes connaissances, mes connaissances, le suivi que j'ai, reste que toute ma routine peut être orientée vers ma récupération. Je suis aussi quelqu'un qui a pas vraiment de problème de mobilité, donc je me suis jamais blessée. Ça veut pas dire que ça m'arrivera jamais. Je pense que ça fait partie de la chose à un certain niveau. On augmente nos risques quand on va dans la performance de haut niveau, mais quand même, il y a des athlètes qui se blessent. Ben puis c'est normal dans un sens, là. Même que je te dirais que le monde qui se sont jamais blessés, il y en a pas beaucoup, là. Ouais. C'est jamais des blessures qui sont graves nécessairement, là, mais jamais se blesser, c'est rare. Je comprends. Puis, vas-y. Tu parlais tantôt, au fait, d'un cycle de 12 semaines. Je suis curieux de savoir, comme on va dire le cycle de préparation de compé. Dans ce 12 semaines-là, on a parlé un peu à quoi ça pourrait ressembler, là, comme des entraînements. Mais j'imagine c'est plus comme un cycle qui joue sur les pourcentages, là, tout ça, là. Absolument. Quelque chose qui revient, c'est les 4-5 semaines avant la compé. C'est là que c'est beaucoup semblable là, d'une personne à l'autre. T'arrives pas du jour au lendemain puis tu testes tes max. Si tu me demandais, go, maintenant, teste tes max, je pourrais même pas te garantir que je ferais ce que j'ai déjà fait dans le passé. Okay. Ça prend un certain build-up, du momentum. Fait que les 4 à 5 semaines avant ta compétition, c'est là que tu vas pratiquer tes 1 répétition. Parce que c'est ça que tu vas faire en compétition. Fait que là, tu vas être spécifique à ce que tu vas faire en compé. Fait que tu fais des 1 rep sur ton squat, bench, deadlift, mais tu commences avec quelque chose qui est comme un 6 sur 10 de difficulté. La semaine d'après, un 7 sur 10 de difficulté. Tu 8 sur 10. 3 fois comme dans la compétition, ton 1 rep? Pas nécessairement. Non, juste une fois, ouais. Puis un 6 sur 10 de difficulté. Après ça, souvent, tu vas faire d'autres squats, mais tu sais, plus léger, plus de reps pour dire que t'accumules du volume d'entraînement, puis tout ça. Puis tranquillement, de semaine en semaine, t'augmentes la charge jusqu'à la semaine de la compé. Pour que la journée de la compé, ton corps est prêt à faire son max. Fait que c'est vraiment comme une espèce de build-up qui est progressif jusqu'à cette journée-là. Puis le taper, justement, en powerlifting, ça ressemble à quoi? C'est combien de temps, à peu près? C'est pas mal une semaine. La semaine avant ta compé va être un peu plus facile pour dire que niveau récupération, ça va bien. C'est ça, pour que tu t'arrives le jour de la compé et tu te sentes en forme. Là. C'est pas mal la semaine avant. Là. OK. Super cool, ça. Puis toi,
tu te spécialises, on le sait. Est-ce que tu pratiques quand même d'autres types d'entraînement, par exemple cardiovasculaire? Des fois, tu touches-tu un petit peu à autre chose qu'à la force? Oui, je dirais, ce qui change pas, c'est mes marches. Moi, je vais marcher tous les jours, quand même beaucoup. C'est bon pour la santé. C'est marcher. Ça. Oui, c'est bon pour ta récupération, aussi, beaucoup. En plus, bon. Récupération, cardiovasculaire, je pense que c'est important de rester en santé. Après ça, je te dirais, moi, personnellement, j'aime beaucoup faire du spinning. Okay. J'en fais une fois par semaine quand je suis pas en préparation pour une compé. Parce que quand tu es en préparation pour ta compé, tu veux maximiser ton énergie pour ce qui est le plus important. Ça fait du sens. Quand je suis plus loin d'une compé, moi, j'aime ça faire ça, fait que j'en fais. Let's go. Mais c'est pas tout le monde qui fait du cardio, là, je dirais, là, mais moi, je trouve que ça fait du bien. Ça peut, là. C'est pas impossible de faire les deux ensemble. C'est pas impossible. Pour les coureurs comme nous qui voudraient toucher un peu à ça. Ouais. Il y a pas trop de contre-indications à aller faire un petit peu les deux, là. Après ça, faut que tu choisisses ta priorité un peu. Fait que c'est pour ça que rendu près des compés, j'arrête de faire tout ce qui est extérieur à ça parce que c'est pas ma priorité. OK. Super. Je pense qu'on pourrait aller dans mon segment de questions en rafale. Les fameuses questions, là. Les fameuses questions. Ouais. Quoique là, je l'ai faite, mais on en a jasé déjà un peu, là, à travers comme notre conversation. Mais c'est pas grave. On va revenir peut-être sur certains sujets, puis les choses qu'on n'a pas parlé, on pourra comme approfondir, là. Fait que 10 questions. Première question, heure d'entraînement. 7 heures AM ou 7 heures PM? Oh mon Dieu. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre? Midi? Ouais. Matin ou soir? Moi, je suis après-midi. Après-midi, OK. Entre les deux. À quelque part, entre 11h puis 3h, là, c'est le best. Mais si j'avais le choix entre 7h AM puis 7h PM, je choisis AM, je pense. OK. Ouais, mais tu peux, j'aime ça quand il y a comme une autre option. J'aime ça l'après-midi. Plein de gens qui aiment ça l'après-midi. Moi, perso, je suis plus matin, là. Ouais. Et Joël est plus le soir, là. Ah ouais, hein? C'est bon, on couvre toute la journée à 3, là. C'est parfait! C'est 3, là? Bon. C'est ça! Question numéro 2, la question qui tue, là, pour le powerlifting. Squat, deadlift ou bench press? Je vais choisir le deadlift. Deadlift? Pour moi. Ouais, c'est ton préféré, c'est cool. C'est mon préféré. C'est mon plus fort aussi. Quand on parle de deadlift, on parle-tu un deadlift quel style de deadlift, là? Tu peux faire les deux en compétition, du conventionnel ou sumo. Choisis, là. Choisis. Celui que t'es le plus fort. Moi, je fais du sumo, personnellement, mais les deux sont acceptés. Super. OK. C'est bon. Question numéro 3. Chanson d'entraînement favorite. On parlait tantôt des chansons là, qui nous prime là, pour faire des RM. Je suis une fan dans l'entraînement de tout ce qui est metalcore, que ça s'appelle. Fait que c'est Metalcore? Ouais, c'est comme du métal gentil. Je dirais ça de même. Mon groupe préféré, c'est I Prevail, pour ceux qui connaissent. OK. Puis ma chanson de PR, ma première chanson de PR que j'ai le plus aimée, c'est la chanson Hurricane de I Prevail. Cool. C'est là qu'on insère un extrait dans la vidéo. On va aller regarder ça. Ouais, mais on a interviewé, au fait, un autre coach. Là. Ouais. Puis lui, c'était Provocante de Marjo. Là. Oui, OK, on n'est pas à même place. Dans le contenu, je l'ai réutilisé, là. Ouais. Mais j'écoute soit du rap ou du métal. C'est mes deux styles préférés, là. Ça dépend là, de comment je feel. C'est bon. Question numéro 4. Kilo ou livre? Moi, je m'entraîne sur des plates en kilos. Je parle en kilos. Je pense que vu qu'en compétition, tout est en kilos, si t'as la chance de t'entraîner en kilos, voilà. On va s'habituer. Je vais essayer de me réhabituer. C'est tough. La transition est très difficile. Moi, souvent, ça arrive, là, comme où je coach, il y a beaucoup de gens qui viennent d'Europe, là, puis là, sont comme, c'est combien en kilos? Puis là, je suis comme, x2, on va dire. x2.2. C'est pas 2.2. C'est comme à peu près x2, mais pas tant que ça, mais bon, regarde. OK. Question numéro 5. Lifting belt, oui ou non? Puis quelle marque? Oui. Puis t'as-tu comme un style de lifting belt que tu suggères? Là? Ouais, c'est sûr que nous, les belts qu'on utilise en powerlifting, c'est rien de ce que les gens ont l'habitude de voir. Là. D'habitude, c'est comme
c'est mou, c'est en velcro, là, tu sais, les belts que les gens mettent comme pour faire de l'haltérophilie, tout ça. Nous, c'est comme une grosse ceinture rigide, là, qui prend quasiment tout ton ventre, là. Et puis, moi, la marque, bon, il y a plusieurs marques, là, mais la mienne, c'est une Inzer, pour ceux que ça intéresse. OK. Parce que c'était pas si cher que ça, puis parce qu'il y en a des très, très dispendieuses. Ouais. Mais ça fait le boulot, là. Ça elle t'offre encore après 5 ans. Pas super. Good. OK, c'est la même depuis 5 ans. Excellent. Puis entre celle-là à velcro puis celle-là que toi tu utilises, c'est quoi la différence là que quelqu'un va voir là? C'est vraiment le support en fait là dans celle en velcro, elle est flexible. Fait que si tu fais de l'haltérophilie qui est un mouvement qui est vraiment plus dynamique, tu bouges, tu sais, t'as besoin d'espace. Ça va être inconfortable là, la grosse ceinture. Tu vas sentir comprimé si t'as une ceinture comme rigide comme la nôtre. Nous, notre but c'est d'être le plus comme la rigidité vraiment. Puis, fait que si la ceinture est vraiment rigide, ça t'aide à être encore plus compact au niveau de ton corps. T'as pas place à comme mouvement indésiré, mettons. Ouais, j'en ai jamais utilisé, mais je comprends l'utilité de la belt. Mais j'imagine que dans tes entraînements, par exemple, tu fais des entraînements sans ceinture et avec ceinture, puis si oui, tu l'utilises. Pas vraiment. Ah non? Non! Je la mets, à toutes les fois que parce que je la mets au squat puis au deadlift, à toutes les fois que je squat puis je deadlift, je la mets. C'est une question de spécificité, en fait, c'est que tu vas l'avoir en compétition, fait puis c'est un mythe de dire que c'est, si tu mets ta ceinture, tes abdos travaillent pas. Là. Non, ça, c'est un mythe, fait que rendu là, si ta ceinture t'aide à lever plus lourd. Puis ça t'aide à avoir un meilleur engagement justement au niveau comme abdominal, ton corps, tout ça. Pourquoi t'en mettrais pas? Tu travailleras pas des faiblesses si tu la mets pas nécessairement. Je comprends. OK, ben tu vois, ça tu me rends curieuse d'essayer la belt. J'ai essayé les chaussures un peu de plateforme style powerlifting justement l'année passée. J'en ai peur. Puis non, je vois ça, je vois la différence. Fait que j'imagine qu'avec une belt, ça fait aussi une différence. Tu vois, ça aussi, c'est pas tout le monde qui a ça. Moi, j'en mets pas des souliers avec une plateforme, là. OK. Mais c'est une question de préférence, de mobilité, de patron moteur de squat. C'est quoi le type de chaussures que tu mets? Moi, je mets des chaussures qui sont plates, en fait, là. Avec une semelle qui est vraiment très, très mince. Comme un genre de barefoot, là. Oui, minimaliste, C'est comme pour que tu sois très près du sol puis capable de vraiment t'ancrer avec le sol puis vu que le soulier est plat, je trouve que j'ai une meilleure répartition du poids dans mes pieds. Que t'as besoin d'une stabilité à la cheville, mettons. Non. OK, super. Bon, mais on s'en va bien dans la même lignée, là. Mon autre question, on vient juste d'y répondre avant même que je pose la question, là. C'était par rapport aux lifting shoes, là. Mais là, tu disais que tu utilisais pas ça, là. J'en utilisais avant jusqu'à ce que je réalise que ça me nuisait plus qu'autre chose. Intéressant. Mais c'est vraiment une question de personne, de comment que la personne est faite, c'est à quoi son squat il ressemble. On parlait un peu des critères techniques qu'il faut avoir en compétition. Tu sais, ton squat, il faut qu'il y ait une certaine profondeur. Puis il y a des gens qui sont limités au niveau mobilité par peu importe quoi. Souvent, ça va les aider d'avoir des lifting shoes. Moi qui n'ai pas de problème de mobilité, ce que ça me faisait, c'est que je trouvais que, vu que c'est un talon qui est un peu surélevé, ça déportait mon poids un peu trop vers l'avant. Donc, ça m'avantageait pas parce que j'avais de la difficulté à garder mon poids bien réparti dans mes pieds. J'en mets pas. Super intéressant. Fait que dernière question, on en a parlé tantôt, au fait, tu sais, en compétition, là, avoir comme une équipe de support, mais je voulais savoir, comme dans ta vie, à toi, là, dans ton quotidien, c'est qui les personnes qui te supportent là, dans ton sport? Ouais. J'ai ma coach, Marianne, avec qui je travaille depuis janvier. Coach Marianne, bonjour. Ouais, on la salue! Qui me supporte au quotidien, dans la programmation, Comment tu l'as rencontrée? C'est une autre athlète de powerlifting, en fait. Okay. Je la côtoie depuis que j'ai commencé à faire du powerlifting dans des compétitions. Je savais qu'elle coachait depuis longtemps aussi. C'est aussi une kinésiologue comme moi. Puis, personnellement, j'aime ça me faire coacher aussi par des filles. Puis, il y en a pas beaucoup des filles qui coachent du powerlifting. Puis, Marianne, je l'aimais beaucoup comme personne. Donc, je me suis dit que je m'entendrais bien avec elle. C'est un bon fit. C'est la première personne que je remercie dans tout mon progrès. Puis la deuxième personne, c'est vraiment mon chum. Parce que sans lui, j'aurais jamais commencé à faire ce sport-là. Mais aussi parce que
On s'entraîne tous les jours ensemble, notre quotidien ensemble est orienté, on se supporte dans nos entraînements. C'est souvent lui qui m'accompagne en compétition, fait que rendu là, il y a une grosse part aussi de pourquoi je persévère dans ce sport-là. Mais lui, il compétitionne aussi? Oui. C'est fun. Ouais. Vous parlez le même langage, vous comprenez à plein de niveaux différents. C'est vraiment une belle complicité que vous devez avoir. Puis ta famille, tes parents, sont-tu impressionnés de te voir soulever du poids? Je pense des fois, ils réalisent pas l'ampleur de ce que je lève, parce qu'à un moment donné, que 300 ou 600 livres, ça revient au même là, quand tu l'as jamais vraiment touché. Beaucoup de livres. Mais je pense qu'ils sont... ils m'encouragent beaucoup là-dedans, surtout qu'ils savent que ça me rend heureuse puis que maintenant je peux travailler avec de ça. Donc ils me supportent beaucoup là-dedans, ils viennent me voir en compétition parfois. Fait que je pense qu'ils sont bien fiers de moi. Ah, c'est vraiment génial. Puis au fait, dans les compétitions, comme présentement, t'as participé à combien de compétitions, ça a quel a été comme ton plus beau souvenir, puis laquelle que tu fais comme celle-là je veux aller. T'sais. Si tu sais comme je compare à peut-être comme en course à pied là, les coureurs là, surtout ceux qui font du marathon, ils veulent aller à Boston. Ouais, là, des marathons où ils veulent faire comme Ouais. les marathons typiques. Là. Ceux qui font du CrossFit, ils veulent je sais pas, les CrossFit Games, là, c'est quelque chose qui les intéresse, ils font de la compétition puis ils sont dans un âge compétitif. Là. Je suis rendue au mois de mai, je fais ma 10e compétition. La compétition de plus haut niveau que j'ai fait, c'est les championnats nationaux. Je l'ai refait cette année. Puis sinon, quelque chose que je vise, on a des compétitions au Québec où des fois ils invitent par invitation les meilleurs. Et j'ai pas fait partie à ce jour des gens qui ont été invités parce que bon, il y a des gens meilleurs que moi, comme je disais. Mais si un jour je peux être invitée à ce genre de compétition-là parce que je me démarque dans dans ce que je fais, ben je serais vraiment heureuse. Là. Sinon, tout ce qui est compétition plus haut niveau que les nationaux, c'est sûr que j'aimerais peut-être me rendre là, mais bon, je suis consciente aussi dans quelque part de mes limites. Est-ce que t'aurais accès à aller faire de la compétition aux États-Unis, mettons, si tu veux? Oui, je pourrais. Faut que tu t'inscrives dans leur fédération tout ça, mais oui, ça se fait. OK. C'est quelque chose qui t'intéresse ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Pas pour l'instant. Cool. Puis là, un peu pour conclure, si les gens veulent s'intéresser à ce que tu fais, veulent te suivre, peut-être qu'il y en a qui vont vouloir se faire même coacher par toi. Oui. T'as quand même une belle visibilité, moi je trouve, sur les réseaux sociaux. Ils prennent une certaine place une grosse dans ta place. vie. Ben t'aimes ça, ça paraît, c'est le fun, je trouve le contenu que tu fais. Moi j'ai commencé à te suivre justement il y a de ça quelques mois, puis j'aime beaucoup tes publications. Fait que ça ressemble à quoi? Tu peux nommer peut-être ton compte, on va le mettre de toute façon. C'est principalement Instagram, fait que c'est coachmimi.powerlift. C'est les réseaux sociaux, c'est une part très importante parce que si je veux avoir des clients, il faut que je me fasse connaître. Donc, ça prend de la visibilité. Donc, pour être connu par des gens qui te connaissent pas, ben il faut que tu... Comme nous, là. Ouais, comme vous. Ça prend quand même beaucoup de place sur les réseaux sociaux. Si tu veux être un coach de fitness, peu importe en entraînement, puis tu veux réussir en ligne, il faut que tu sois présent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une grosse part, mais j'adore ça. J'ai toujours aimé les réseaux sociaux. Fun fact, j'ai déjà dit que si j'avais été bonne dans les jeux vidéo, je ferais sûrement des streams sur Twitch puis des affaires de même parce que j'adore ça, la communauté de réseaux sociaux. Fait que on peut me retrouver là principalement, c'est mon l'endroit où je publie le plus. Yes. C'est quoi le type de contenu que t'aimes créer au fait puis partager avec la communauté? Je crée du contenu que moi j'aime regarder. Parce que les gens que j'essaye d'attirer, c'est des gens qui sont un peu comme moi. Donc rendu là, je crée du contenu que moi j'aime regarder. J'ai toujours aimé regarder des vlogs, des choses comme ça, des journées dans ma vie, puis tout ça. C'est des choses que j'aime aussi filmer puis partager avec les gens. Je trouve que c'est divertissant, puis dans un sens aussi, ça aide à comprendre comme l'envers du décor de les entraînements. C'est bien beau que je publie un squat, mais ça permet de voir un peu
bon, ben, c'est quoi qui s'est passé autour de ce squat-là. Oui, puis même des fois, tu mets un peu ton épicerie, Oui. ce que t'as mangé, puis Oui. maintenant, t'as un partenariat, je pense, avec Shop Santé. Oui. Ça, c'est le fun. Shop Santé de Saint-Basile, si jamais vous y allez. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus de ça, Shop Santé? Ouais, ben Shop Santé, en fait, c'est une entreprise, un magasin de suppléments, que moi, j'ai toujours acheté mes suppléments là-bas. Puis Shop Santé, en fait, il y en a partout au Québec. Moi, quand il y en a un qui est ouvert dans ma ville, je trouvais ça comme une méga belle opportunité, non seulement en tant que cliente, mais en tant que, tu sais, quelqu'un qui veut se faire voir sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai rencontré le propriétaire là-bas. On a une entente un peu de faire du contenu puis comme amener un petit peu plus de visibilité sur mes réseaux. Tout le monde qui vont à la succursale de Saint-Basile sur la rive sud de Montréal puis qui mentionnent qu'ils me connaissent peuvent avoir un rabais aussi. Fait que c'est cool. Ouais. Nice. Ben On ouais, va en savoir. Puis c'est vraiment cool en fait des partenariats avec des entreprises. Bon, moi j'adore ça en fait, c'est quelque chose que je trouve qu'il est à la une belle candidature en même temps. Ouais, je trouve que c'est vraiment en tout cas, c'est un petit plus à tout ce qui est à C'est une reconnaissance en même temps aussi de la communauté puis des choses qui t'entourent. Puis tu sais bon on en a parlé un peu tout à l'heure, tu sais les repas entre tes entraînements, même pendant les compétitions, on dirait que là ça me fait demander là en termes de grammes de protéines. Ouais. C'est-tu à peu près en qu'est-ce que tu vises ou en combien Je vise à peu près un petit peu plus que le 1 gramme par livre de poids corporel. Là. Okay. Je suis un petit peu au-dessus de ça, mais pas beaucoup plus là, que ça. Là. Fait qu'à cause de c'est quand même un ratio on va dire assez grand là, Ouais. c'est comme le 2 grammes par kilo là. Tandis que c'est drôle comment en nutrition finalement on c'est ramène les le livres kilo, là, puis c'est tout mêlé là, mais c'est plus les livres. Fait que oui, je peux croire que puis à part mettons les suppléments protéines, là, tu utilises d'autres types de produits. Ben sûr que je recommande en fait là à tout le monde. C'est au niveau santé, c'est vitamine D oméga 3 pour la santé générale. Après ça, pour ce qui est performance, bon protéines en poudre si t'arrives pas à atteindre tes recommandations de protéines dans ta journée avec des aliments. La créatine, c'est un que je recommande. Qui est très sécuritaire d'ailleurs. Ouais, qui est un des seuls suppléments qui est vraiment étudié, là, puis qu'on sait qu'il fonctionne. Puis la caféine. Ouais, absolument. C'est les seuls que je prends puis que je recommande. Ça fait beaucoup de temps. Ouais. Tant mieux. En tout cas, je sais pas si toi t'as d'autres questions, Raoul, mais je trouve que la discussion était vraiment passionnante. Ouais, Moi qui a justement une espèce de fascination pour la force. Il y a un côté super-héros ou super-héroïne pour moi, là, les femmes fortes comme toi ou même les hommes très forts. Là. Fait qu'encore une fois, bravo pour ce que t'as accompli. Ben merci. Puis allez suivre Mimi, coach Mimi, point powerlift. Ouais, sur Instagram. C'est super intéressant. Puis n'hésitez pas à m'écrire, là, je me mords pas, là, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a jasé aujourd'hui. Yes. Merci. Merci à vous tous. Merci Marianne. Merci Joël. Merci beaucoup. Bye. Bye. Bye.